Hey, salut tout le monde. Cette semaine, Vincent était trop large pour lire sur un sujet pertinent, donc on a choisi de faire un Q&A. Ah, je devrais pas dire ça parce que t'es quand même plus vaillant qu'Olivier Niquet, là. Mais là, je veux dire, c'est comme. Hey, Vincent, t'es plus grand que zéro. Hey, merci. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bon ce que tu m'as cuisiné, c'est meilleur qu'un plat Michelinas. En fait, c'est le genre d'affaire comme il y avait un clip d'une petite vidéo que j'avais vu en ligne. C'est un gars qui va au restaurant et il dit la blonde, il dit ben pourquoi tu fais pas une prière avant de manger? Il dit ben, parce que le chef ici, il sait cuisiner. Genre... bitch, man! Fait que j'ai comme l'impression que c'est le genre de commentaire que tu es en train de me faire. Hey, j'en ai une que je trouve intéressant, puis ce sera pas trop long à répondre. Francis Hamelin qui nous demande vous avez déjà parlé dans un podcast, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur Jean-Luc Miguet. Fait que je sais que c'est quelqu'un que tu connais bien, fait que je sais pas si tu pourrais nous en parler un petit peu. Jean-Luc Miguet, c'est probablement l'économiste avec Germain Belzile qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait au Québec. Jean-Luc Miguet, écoute, c'était un des grands chercheurs dans la théorie des choix publics. Ses deux articles les plus cités, je pense, ont cité plus de 1000 fois. Puis, généralement, quand tu dépasses le 1000 en économie, tu as un article qui est une contribution séminale. Et il avait écrit beaucoup sur The Economics of Bureaucracy, donc comment est-ce que les bureaucraties se comportent et c'est quoi les incitations à l'intérieur d'une bureaucratie. Pour ça, il est connu académiquement. Ensuite, pour l'économique du fédéralisme, donc c'est lui qui a beaucoup écrit sur comment est-ce que les gouvernements fédéraux, donc sur pas le niveau fédéral, mais ceux qui décentralisent, comment est-ce qu'ils ont des biens publics de meilleure qualité, étant donné à n'importe quel niveau de taxation, ou pour n'importe quel niveau de bien public, ils ont des taux de taxation plus bas parce que les gens peuvent s'agencer selon les districts qui veulent certains biens publics. Donc, les gens qui veulent des meilleures écoles vont dans des endroits où il y a beaucoup d'autres parents avec des enfants. Les gens qui n'ont pas d'enfants vont dans des endroits où il y a d'autres services qui sont faits. Et toute sa recherche qu'il a faite, puis regarde, Frank vient de mettre à l'image le livre. Je suggère ce délicieux livre, honnêtement. Ça n'a pas pris une ride, ce bouquin-là. Là, je l'ai juste en PDF, c'est pour ça que le share screen n'est pas terrible, là, mais c'est vraiment un livre qui n'a pas pris une ride. Tu fais juste changer les noms qui sont cités puis les dates, puis tu pourrais réécrire probablement les mêmes phrases sans rien changer. Exactement. Fait que ça, c'est le livre qui Étatisme et déclin tranquille. C'est un grand livre de Jean-Luc qui fait l'accumulation de tout ce qu'il a découvert en termes de recherche et l'applique au Québec et explique pourquoi le Québec a cessé son rattrapage socio-économique. Et du grand rattrapage au déclin tranquille doit une dette intellectuelle gigantesque à Jean-Luc Miguet. Ouais. Un autre petit livre, par contre, qui est toujours disponible de Jean-Luc. Moi, ce livre-là, le premier dont on parlait de Jean-Luc Miguet, c'est vraiment là-dedans. C'est vraiment lui, dans ce livre-là, qui m'a fait catcher le concept que la planification centrale ne pouvait pas marcher. Il y a une section où il parle de la santé qui est tellement bien faite que c'est là que j'ai. Tu sais, avant, c'est parce que c'est comme un peu abstrait, là, on ne se cachera pas. Là. Tu dis ça au monde, ouais, l'économie planifiée, le bureau qui planifie avec les plans quinquennaux. Tu sais, les gens comprennent. Les gens pensent RSS. Ouais, c'est ça, mais tu le réalises pas, je trouve, aussi bien que quand tu le lis. En tout cas, pour moi. Là. Juste pour le présenter un peu, je vais aller sur le Wikipédia, qui est quand même assez détaillé de son côté. Diplômé en 1953, né en 1933, ça le met à 91 ans. Formation à l'Université de Montréal, également London School of Economics. Great University. Il a reçu un doctorat en économie de l'American University Washington. Ensuite, il a enseigné à l'Université Laval, à l'économie nationale, à l'École nationale d'administration publique, ce qui est un peu surprenant dans un sens quand tu y penses, parce que tu es là, tu te dis, l'école où est-ce que les fonctionnaires vont faire une maîtrise, dans le fond, avant de rentrer dans la fonction publique. Tu as un professeur qui explique tous les problèmes d'une bureaucratie. Je trouve ça assez fascinant qu'il ait enseigné là. Pas tant que ça. Non? Parce que dans les années 80, théorie des choix publics, c'était vraiment l'apogée
de ça. Ouais. Puis depuis, ça a été tellement incorporé dans le corpus académique qu'il n'y a pas beaucoup de gens maintenant qui savent, en fait, les étudiants d'économie de deuxième année ou de première année font de la théorie des choix publics souvent sans même se réaliser que c'était une théorie qui a vraiment grimpé en 86 avec Buchanan qui gagne le Nobel. Puis non seulement Miguel correspond avec Buchanan, mais à l'époque, il y avait l'idée que en comprenant les incitations des bureaucraties, on pouvait aussi concevoir des meilleures bureaucraties. Donc, il y avait une époque dans laquelle les Il y avait un effort d'avoir des bons gouvernements. D'enseigner l'idéal Ouais, de c'est quoi un bon gouvernement. Mais c'était la version proto-choix public, puis c'était la version où est-ce que les gens pensaient vraiment juste à comment les organisations fonctionnent au lieu de l'entièreté ce qui est venu après, qui est un sous-champ maintenant, mais constitutional political economy, où là, au lieu de regarder juste comment les bureaucraties fonctionnent, comment est-ce que les constitutions façonnent le comportement tant des bureaucrates que des politiciens. C'est aussi un chercheur à la Banque du Canada, au Conseil économique du Canada, président du conseil éditorial de l'Institut économique de Montréal. Le professeur Miguel est membre de la Société du Mont Pèlerin, fellow de la Société royale du Canada. Il a été aussi membre de l'Association canadienne d'économie, la Société canadienne de sciences économiques, de Public Choice Society et l'American Economic Association. Il participe au débat public par des interventions régulières dans les journaux, les magazines d'actualité, la radio et la télévision. Mais honnêtement, c'est un personnage. Tu sais, on a fait. Je lance ça de même, là, mais moi, je propose qu'on fasse un podcast éventuellement juste sur lui. Parce que, tu sais, on a fait un podcast comme hommage à Germain l'année passée. On a fait l'entrevue avec Marcel Boyer. Je pense que Jean-Luc Miguel mérite un épisode à lui seul. C'est probablement un des intellectuels québécois qui mérite le plus d'être connu. Et qu'il l'est vraiment pas assez, pour vrai. On peut-tu faire Pierre Lemieux aussi? Oui. Oui. Pierre faudrait, mais Pierre, il veut pas venir. Oui, mais il faut le faire pareil, un épisode sur Pierre. Je suis d'accord, mais Jean-Luc, je pense que si on pouvait l'inviter, peut-être qu'il voudrait, mais il a 91 ans, là, je pense. Fait que je pense pas qu'il a l'énergie de nous endurer pendant une heure. Oui, mais alors on se disciplinerait quand même, on sait vivre avec... Écoute, je vais lui demander, je suis d'accord avec toi sur le principe. En fait, je suis d'accord qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Le quoi exactement, je ne sais pas, mais il faut effectivement. Lui, Pierre Lemieux, Steve Ambler, Philippe Palda, malheureusement, qui est décédé, c'était vraiment des personnages sous-estimés, qu'on n'a pas déjà encore parlé, mais des gens sous-estimés dans l'importance de la pensée économique au Québec. Ouais. Oh, je suis d'accord. Pourquoi on rend hommage à des grands hommes, des grandes femmes au Québec, mais c'est souvent lié au star system et tout ça, puis on oublie l'académique, mais c'est surprenant. Une place comme le Québec, là, où est-ce que c'est un État socialiste très puissant, là, on ait produit des économistes aussi libéraux que ça, c'est assez impressionnant. Je veux dire, la contribution... Oui, mais c'est ça. On a vraiment des gens de qui on peut réellement être fier, puis on les connaît pas. Je trouve ça tellement plate. Ouais, c'est dommage. C'est pour ça que ça vaut la peine de faire le podcast. Oui, je suis d'accord. Puis il faut quand même ajouter une chose, par contre. Il y a beaucoup d'économistes qui veulent avoir la paix. Donc, souvent, tu n'as pas envie de... C'est pas tout le monde qui a la même patience que moi de dealer avec des gens comme l'Iris. Mais dans le cadre d'un podcast, juste avant parce qu'il faut passer à une autre question, là, mais dans le cadre d'un podcast, je trouve que c'est mieux parce que Marcel, par exemple, je trouve qu'il a eu le temps de développer, puis je pense que les gens ont apprécié de connaître comment il pense. C'est la même chose avec Pierre, qui n'est pas un économiste, mais qui comprenait l'idée que quand il vient, on lui laisse le temps. Avec ses 120 pages de PowerPoint, de développer une idée. On l'aime, Pierre Desrochers. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est extrêmement frustrant pour des gens comme ça de se faire dire, regarde, là, je te donne 6 minutes, là, puis explique-moi pourquoi un tel, c'est un pas bon. Puis c'est comme, moi, c'est pas ça mon propos. C'est pas facile. L'art de la clip, c'est pas facile. C'est pas facile. Écoute, j'aimerais prendre la question de Rick, moi, pour la prochaine. Elle est très vaste, mais peut-être prendre juste un exemple... ou deux. Là. Il dit quels sont les désaccords principaux entre les économistes aujourd'hui? Comme sous-question, est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils croient tous, par exemple, au libre marché et à la liberté économique? Ben, tous, moi, je dirais non, là, mais c'est une large question parce que, je pense que sa question est inspirée un peu du fait que tu dis souvent
les discussions se font souvent sur des degrés, sur un, tu sais, mettons, on s'entend pas sur c'est quoi le taux d'imposition, mettons, la place de l'État maximale ou minimale, mais y a-tu vraiment des désaccords fondamentaux qui peuvent s'observer euh, dans la profession? Pas facile. Hein? Non. Écoute, je partirais avec le premier point. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'économistes. Quand tu dis libre marché, je vais présumer la chose que moi je définis comme libre marché, donc une intervention très minimale de l'État. Ça, je te dirais peut-être gut feeling, 20% des économistes sont conservateurs / libéraux / libertariens, donc qui seraient dans un État minimal. Ouais. Mais après ça, tu sais, les économistes, mettons, dans les prochains 80% de la profession, moins 1%, mettons. Fait que j'ai dit 20%. Mettons que tu vas avoir le prochain 80%, c'est tous des sociaux-démocrates qui sont très pro-marché, puis leur État idéal à eux est encore plus petit que celui qu'on a au Québec. Okay? Donc, Marcel rentre là-dedans, mettons, pour Marcel rentre là-dedans, même si Marcel se définit comme social-démocrate, puis voudrait un État qui, je pense, est plus gros que ce que moi je juge optimal. Là, c'est là que parce que ça, c'est la nuance à apporter. Marcel Boyer, plusieurs gens vont penser que Marcel Boyer joue sur les mots un peu pour se faire apprécier du grand public quand il parle de social-démocratie, alors que il comprend parfaitement c'est quoi pour lui une social-démocratie. Il se définit comme un social-démocrate parce qu'il y croit pour vrai. C'est juste que la bouillabaisse social-démocrate servie par nos politicos au Québec, dans la tête de Marcel Boyer, c'est pas ça la social-démocratie. Exactement. C'est pas sa social-démocratie que lui juge désirable. Mais je te dirais qu'il y a 1% d'économistes qui sont vraiment, vraiment très à gauche. Genre Piketty, tu rentres ça là-dedans ou pas même plus que ça? Là? Piketty, Zuckman, je les rentre dans la frange la plus à gauche de la profession, mais celui que, peut-être pas dans le top 1%, donc la partie la plus à gauche. Mais Krugman en fait-tu partie? Non. Non, je pense qu'il est plus à gauche que la moyenne, que la médiane des économistes, mais je ne le qualifierais pas de très, très à gauche. Ceux que je pense comme très, très à gauche seraient Yanis Varoufakis, qui était l'ancien ministre des Finances grec, qui était vraiment un vrai économiste, pas comme ceux de l'IRIS, qui sont des sociologues qui, après ça, s'arrogent le titre d'économiste. Donc, des vrais, là, avec une vraie formation en économie. Lui, il est vraiment... Eux, ça flirtait avec l'extrême gauche, là, ce gouvernement-là, là, pour vrai. Oui. T'en as une frange de gens très à gauche. Fait que ça, c'est la réponse. Maintenant, les grandes lignes de désaccord que tu vas avoir en économie, c'est pas sur des trucs comme le libre-échange. C'est pas sur des trucs comme le contrôle des loyers. Ça va être sur vraiment des choses que la plupart des gens vont se contrefoutre à tort, mais qui n'est pas... Mettons, genre, est-ce qu'il devrait avoir une banque centrale? C'est ce genre des trucs de même? Non. Mais tu vas voir, les gros débats, ça va être sur... Entre les macroéconomistes, tu peux avoir deux écoles de pensée, en gros. Tu as ce qu'on appelle le Real Business Cycle, qui dit que la politique monétaire n'a presque aucun effet. Donc, ça, c'est les gens qui croient que les chocs sont des chocs réels, que c'est des politiques publiques qui affectent ça. Puis tu as ceux qui sont les néo-keynésiens, qui ont gardé certains aspects de la théorie keynésienne, mais l'ont incorporé dans des avancées théoriques des années 70-80 en disant s'il y a des grosses rigidités, les marchés ont de la difficulté à se coordonner et là, il y a un rôle de remède de l'État. Du débat théorique sur la rigidité des prix, l'origine de la rigidité, il y a un débat sur ce que l'État va faire. Après mettons, ça serait-tu comme le salaire minimum, Pierre Fortin qui dit « Ah, il y a un niveau qu'on peut aller... » Ce qu'il dit implicitement, c'est qu'il faut faire attention que le salaire minimum, si tu l'amènes trop élevé, tu vas nuire à l'économie. Et d'autres personnes qui vont dire c'est quelque chose d'absolument inutile. C'est une question de degré rendu là. Ça, c'est un autre des gros débats. Fait que ça, c'est en macro. Les autres débats, je te dirais, c'est sur le rôle social de l'État. C'est-à-dire, on a tout ce qu'on appelle welfare economics ou sinon public economics. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un État qui maximise le bien social? Et là, tu as des gros désaccords de méthodologie. C'est là que les théoriciens des choix publics comme moi disent souvent dans l'immédiat, il y a plein de choses peut-être qu'on aimerait qu'ils soient faites, mais que si on les fait, ça va être pire dans le long terme.
C'est là qu'on a des trucs comme le dilemme du Samaritain. Fait que quand tu aides quelqu'un, tu changes ses incitations, puis après ça, il décide d'arrêter de faire des efforts. Tu as le problème des incitations des politiciens. Puis ça, c'est tous des débats que personne n'est en désaccord avec les termes, un désaccord sur est-ce que empiriquement, il y en a un qui est plus important que l'autre? Et après, il y a toutes les ramifications sur quel est l'état idéal. Ça, je te dirais que c'est vraiment là que tous les débats sont. C'est tous les débats qu'on a entre nous qui sont empiriques. C'est rarement théorique, by the way. C'est rarement des gros désaccords théoriques. On est tous d'accord que le modèle fait du sens. Est-ce qu'il est pertinent? Et ensuite, quelles sont les implications qui viennent en politique publique de ça? C'est là les grandes lignes de division. Et elles ne sont jamais dans le public. J'en ai déjà senti une avec toi dans les débuts du trio économique avec la gang de Behavioral Economics, avec Taylor notamment. Où est-ce que tu sentais que ce type d'économiste-là, très proche des psychologues, où est-ce qu'on va vraiment... un de ses livres qui est Nudge de son côté, de faire des tweaks dans les politiques publiques pour amener les gens dans la bonne direction. Chose qu'on a essayé de faire, par exemple, avec toutes sortes de taxes au niveau... Parce que les politiciens ont très bien incorporé ce bout-là avec les taxes, mais ils n'ont pas écouté tout ce que Taylor avait à dire réellement là-dessus. Ouais. On sentait qu'il y avait des frictions de ce côté-là, avec les gars de Behavioral puis les plus classiques. Puis une des raisons, Vincent, c'était, ça on en a déjà parlé, je pense, d'un podcast où on était juste les deux, Yann n'était pas là, mais c'était le fait que la psychologie est une des sciences sociales avec le plus bas taux de réplication des études. Là. Tu disais, mais c'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que contrairement à d'autres sciences, les études en psychologie ont un faible taux. Ça veut dire, mettons que tu obtiens des résultats, quelqu'un d'autre essaie de reproduire les mêmes résultats pour confirmer ou infirmer, puis ça semble moins fonctionner ou c'est moins fiable. Puis bref, on avait parlé de ça quand même assez longtemps. C'est la moitié, je te dirais que c'est peut-être la moitié de ce que j'ai comme malaise avec Behavioral Economics. Le reste, en fait, la théorie fait du sens parce qu'elle dit que, étant donné le coût de traiter certaines informations, on développe des règles heuristiques qui fonctionnent généralement bien, mais pas toujours bien. Et qu'on va persister dans celle-là tant et aussi longtemps que ce n'est pas clairement faux de continuer et que la règle est clairement fausse. Et donc, chacune des choses en soi est peut-être un petit peu coûteuse, mais la somme de tous nos biais peut générer des coûts dans l'agrégat qui sont plus importants. Ça, c'est la critique. Elle peut faire du sens. Je ne pense pas que théoriquement, ça ne fait pas de sens. C'est juste que je pense qu'empiriquement, je ne suis pas vraiment convaincu que ça compte pour beaucoup. Puis, souvent, la chose que moi, je critique, c'est que souvent, les gens qui font ça, ils ne veulent pas l'appliquer ensuite aux politiciens. C'est-à-dire, les politiciens aussi ont des biais behavioraux. Et il faut les tenir en compte quand ils font leur évaluation du problème, de la situation, et quand ils conçoivent des solutions. Mais tu vois que, généralement, t'es économiste, c'est très rare que tu vas avoir un désaccord gigantesque de Vous théorie. gossez plus sur la méthode que sur la philosophie derrière. Oui, ou sur des points de nuance, ou sur des hypothèses, mais on est toujours dans le même... Tout le monde a le même workhorse, plus ou moins, c'est-à-dire théorie micro et micro-fondation de la macro, et on reste dans ce périmètre-là. Des fois, on essaie d'incorporer des nouvelles affaires, d'apporter des nuances, d'étendre les modèles, de leur donner plus, les rendre moins abstraits, plus réels. Mais c'est jamais... Tu n'as pas un gars qui est comme complètement en dehors d'une fenêtre qui est relativement petite, relativement à ce qui est discuté en public. Ce que je pourrais dire, c'est que le plus gros problème des médias avec l'utilisation des économistes, c'est malheureusement, on leur demande toujours de prédire l'avenir. Et ça, c'est la plus grosse catastrophe qu'on peut faire avec eux parce que ça fait toujours mal paraître les économistes quand ils essayent de prédire l'avenir. Ils devraient juste pas le faire, mais ils essayent de le faire et ils se plantent. Mais c'est pour ça que chaque fois que je suis dans les médias, tu entends ma joke. Hein? L'économiste australien qui fait la chaîne Economics Explained, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un petit running gag dans ses vidéos, puis souvent, il revient souvent ce running gag-là, il va dire « On n'est pas capable de prédire le futur, least of all the economists. » Puis ça me fait rire parce que tu dis que c'est une joke qu'il fait, mais cette joke-là est fréquente dans ses vidéos, puis il tape toujours là-dessus, puis
c'est ça qui fait mal paraître les économistes, parce que quand on arrive puis on s'en va dans le monde médiatique, puis on regarde comment on parle des économistes, on est tout le temps avec vos prévisions. Vous ne vous entendez pas sur les prévisions et vous vous plantez dans vos prévisions. Ouais. Et vous avez l'air fou et on a l'impression qu'ils sont en grand désaccord. Alors qu'en réalité, quand tu parles pour de vrai avec un économiste, ce qu'il va te dire, c'est qu'il n'est pas confortable à prédire l'avenir. Ouais, j'ajouterais à ce que tu viens de dire que dans la liste des choses qui font mal paraître les économistes, c'est quand il y a des lettres ouvertes qui sont publiées et où 98 des 100 économistes n'en sont pas. Ouais. Ça, c'est, moi, je trouve l'usurpation du titre d'économiste, comme d'ailleurs de tous les titres d'experts dans les médias, on en a déjà parlé. Je trouve ça scandaleux, moi, que quelqu'un qui ait étudié fait un bac en Sciences Po, puis une majeure, une maîtrise en sociologie, puis il va à télé, puis c'est écrit économiste en dessous de son nom, moi, parce qu'il parle de thèmes économiques, je trouve que c'est de la fraude. Puis malheureusement, moi, ça arrive très souvent. Là. Je suis plus nuancé parce que j'ai des collègues, des fois, qui sont des politologues, qui sont, selon moi, des économistes. La question pour moi, c'est tu es un économiste si tu as un doctorat en économie ou si tu publies dans des revues en économie fréquemment ou que tu es capable de parler exactement le langage de l'économiste puis de comprendre tous les outils qu'il a. Si tu as une de ces trois choses-là, je te considère membre du clan. Mais si tu n'es pas capable de me dire d'avoir les mêmes outils théoriques que moi, tu n'en es pas un. Non, la vraie question, Vincent, est vachement importante. Rémi Ouellet veut savoir. Mes amis se moquent de mes goûts en termes de boissons. Vincent, j'ai besoin d'un bon whisky, scotch, rye, bourbon, entre 100$ et 200$ la bouteille, pour leur mettre en pleine gueule. Merci de sauver mon honneur. Commander sur Internet n'est pas un problème. T'as pas besoin de payer aussi cher. Non, c'est ça. Les gens qui pensent que c'est une affaire de prix, généralement, en fait, tu as plusieurs types de whisky puis de bourbon qui vont avoir des goûts différents en fonction du proof, en fonction du type de baril dans lequel il a été Pour un gars qui a étudié en Angleterre, Vincent, le scotch, c'est-tu ça la référence ultime? Je te dirais que j'aime beaucoup le scotch, mais depuis que je vais aux États-Unis, j'ai découvert Je vous ai envoyé la photo de la maison de mon collègue qui a une bibliothèque de bourbon. Et depuis, j'ai vu c'était quoi. C'est un autre univers. Hein, c'est un autre univers, le bourbon. Même le Irish whisky est un autre univers que le Scott, parce que le Scottish, c'est très boucané. Faut aimer tout ce qui est le goût tourbé. Moi, ma blonde, elle déteste ça. Fait que on est plus vers du bourbon. Attends un peu, ta blonde boit du whisky? Oui, ma blonde boit du whisky. Mais elle aime pas. Ben là, je disais, elle aime les goûts forts. Elle aime pas elle aime pas les scotch en général. Ben, écoute, je peux comprendre parce que ça a un goût très typique, fumé un peu. Puis si t'aimes pas ça, ça peut tomber sur le cœur. C'est pour ça que ma réponse à ça, c'est les gens qui pensent que c'est une affaire de prix. Généralement, ce qui va se passer dans les prix, c'est que tu vas avoir des trucs qui sont plus rares en termes de goût, qui sont plus difficiles à faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon parce que c'est tellement subjectif. Par exemple, un bourbon, moi, que j'ai découvert, que j'aime énormément, c'est pas le plus cher, c'est le Woodford Reserve aux États-Unis, qui est un bourbon mis de gamme, là, selon les gens. Mais tu sais, j'ai essayé des bourbons qui étaient beaucoup plus chers, notamment chez mon collègue qui a une bibliothèque de bourbons. Quand j'ai une bibliothèque, il a 476 bouteilles. Il y a même pour ces gens qui viennent visiter, il y a un QR code qui te permet de voir l'inventaire de ces bouteilles et donc de faire un choix par catégorie. C'est un aficionado. Et il m'a fait essayer un bourbon qui était très, très coûteux quand j'ai été visiter son collège qui est Hampden Sydney. Le gars, il s'appelle Tony Carilli. Il est fucking drôle, ce gars-là. Mais je l'adore. Mais quand j'ai essayé son bourbon, je l'ai pas. Celui-là ne m'a pas fasciné. Je n'ai pas trouvé particulièrement plus plaisant qu'un truc mis de gamme. Fait que c'est vraiment en fonction du goût, de ta palette, de qu'est-ce que tu fais en même temps, qu'est-ce que tu manges. Est-ce que tu fais juste le boire pour siroter? Est-ce que tu manges quelque chose en même temps? Ça, c'est une affaire de vieux. Est-ce que tu fumes en même temps? Ça, c'est particulièrement important. Il y a des alcools qui, clairement, avec l'acte de fumer un cigare en même temps, changent énormément ta perception tant du cigare que du bourbon. Ça, je fais plus ça, par exemple. La dernière fois que j'ai essayé de fumer un cigare, j'étais malade. Caroline, que j'étais malade. Ça shot! Ça shot! Je suis 100% d'accord, m'assume
Entièrement. J'étais à Cuba en plus. Mais tu sais, si mettons quelqu'un, c'est sûr que tu as des classiques, là, tant qu'à moi. Si la personne aime plus le scotch, c'est sûr que. Macallan, c'est bien. Macallan, c'en est un. Moi, j'aime beaucoup le Talisker. Tu vois, moi, je le trouve trop. Si trop je ne me trompe pas, le Talisker, c'est un Island of Islay, qui est dans l'espèce de petite île dans le nord. J'oublie tout le temps lequel vient avec lequel. Mais eux, ils goûtent vraiment. T'as comme. Dans ma tête, quand je pense à lui, là, je pense à un goût de charbon. Puis ça. Ça goûte la tondeuse un peu. Là. Mais là, ça prend la bouteille, là, Vincent. Non, je refuse. Je refuse. C'est vraiment trop subjectif. Pas fin, Rémi, les gens qui font ça, Rémi, la réponse à donner, c'est que c'est eux qui connaissent rien. Parce que s'ils connaissaient quelque chose, ils diraient lequel te donne le plus de joie. OK. Bon, Frank, Vincent est trop politicien. C'est quoi toute ta bouteille, Frank? Non! Calice! Non, mais... Scotch is an art and you will not fuck it up! Non, mais moi, pour vrai, juste pour terminer là-dessus, parce qu'on ne fera pas le podcast au complet sur le scotch et le bourbon, là, mais je trouve qu'il y a des bouteilles, il y a des excellentes bouteilles d'entrée de gamme qui sont boudées par les gens parce qu'ils pensent qu'il faut acheter des bouteilles à 150$, sinon c'est pas bon. Mais pour vrai, un genre Jameson d'entrée de gamme, c'est vraiment bon. C'est un très bon whisky. C'est vrai que Jameson est bon. Surtout si tu veux te faire un Irish Car Bomb ou ça fait bien, surtout quand tu l'utilises avec des drinks, c'est excellent. Oui, puis tu sais, il y en a plusieurs aussi, des whiskies canadiens qui sont quand même des bons whiskies, qui sont underrated aussi. Canadian Club! Mais Canadian Club, tu ris, mais sauce avec. le rye qu'ils font est excellent. À mon goût, à moi. Mais parce que le rye, c'est seigle en français, ça, rye. Ouais. Mais ça a un autre goût complètement. Ça aussi, c'est un autre affaire que tu peux rentrer, c'est si c'en est un avec du maïs ou du seigle ou un autre céréale, là, ça change complètement le goût. Mais bref, on fera un épisode de m'amener juste là-dessus aussi. Moi, je veux savoir. OK, tu en avais une de prête? Mais je voulais prendre Antoine parce que j'aime beaucoup sa question. Il dit, question pour les trois. Si vous aviez la possibilité de changer radicalement une opinion qu'ont la majorité des gens sur un sujet économique donné. Exemple, fin de gestion de l'offre, abolition du ministère de l'Éducation, subvention, exploitation des ressources. Lequel serait-il et pourquoi? Ma réponse est déjà prête pour ça. Vas-y. Si on peut changer une chose dans la tête des Québécois qui va avoir un impact boule de neige sur à peu près tout, c'est la suivante. Quand vous établissez un contrat entre deux parties, ce n'est pas vrai qu'il y en a un qui a exploité l'autre. Si les deux parties ont accepté le contrat, les deux parties s'en retrouvent dans un meilleur état à la suite du contrat. Les deux personnes ont gagné suite à la signature du contrat. Si les Québécois pouvaient se rentrer dans la tête qu'à toutes les fois qu'il y a un fournisseur qui parle avec un client, qu'il y a un employeur qui engage un employé, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui établit un contrat sans coercition, les deux parties qui ont approuvé le contrat sont dans un meilleur état après la signature qu'avant la signature. Si on pouvait juste comprendre ça, là, il y aurait tellement de choses plus simples au Québec. Là. Moi, je pense que je ferais si je pouvais, j'intégrerais dans son intégralité, ce serait peut-être compliqué, mais au moins, c'est pas une idée que je changerais, mais c'est vraiment, j'essaierais d'intégrer de force, c'est la seule chose que je ferais de manière autoritaire, dans l'esprit des gens. Dictateur. Oui, totalement. On day one. On day one. It's gonna be huge. Nobody has ever seen something like that before. Non, j'essaierais de rentrer de force dans la tête des gens le principe général du Geloso Tree. De ce qu'on a appelé le Geloso Tree, de quand il y a un problème, se poser toujours la question, est-ce qu'il y a déjà une solution à ce problème-là? Est-ce que c'est réellement un problème? Et avant de sortir les fameuses phrases qu'on entend trop souvent, il faudrait que le gouvernement mette ses culottes puis fasse de quoi, que les gens se posent la question, s'il fait de quoi, est-ce qu'il va empirer la chose ou il va l'améliorer? Je pense que si on pouvait juste
s'incruster ça dans la tête. C'est juste une étape de l'arbre, ça, en plus. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit, moi, j'y vais de manière réaliste, là, juste une étape. Si on pouvait juste apprendre à penser comme ça d'emblée, là, de se dire, ouais, il y a un problème. Si je demande au gouvernement de le régler, je règle-tu le problème ou je l'empire? La journée que les Québécois adoptent le Jellozo Tree comme philosophie de vie, on met 50% des fonctionnaires à la porte. Minimum. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Écoute, j'avais un sourire qui... Peux-tu avoir la photo de moi avec la chaîne, s'il te plaît? Je pense que je l'ai quelque part. Parce que pour vrai, faut que j'arrête pas de penser qu'il faut que je l'imprime puis la mettre sur ma porte. Parce que j'ai une photo du Caribbean, exactement. J'ai une photo du Caribbean Island sur mon ordinateur qui est collée. Puis les gens me demandent c'est quoi qui se passe. Je dis c'est une joke avec des amis. Ça, à peu près 2000 amis maintenant, le nom. Ouais, c'est ça. Mais je te dirais que je ne sais pas lequel des deux, je suis d'accord avec vous, les deux, je les aime. C'est sûr que le concept préféré, ça serait que peu importe ce que Vincent Geloso dit en économie, c'est probablement vrai. Ça serait un bon concept. J'irais avec ça. Mais à défaut d'avoir ça, je pense que je prendrais que les gens pensent au moins à la 4e étape du Geloso Tree, que est-ce que vraiment l'État est capable de penser à ça? Puis cette étape-là, c'est pas juste la mienne, c'est celle de Thomas Sowell, Thinking Beyond Stage 1. C'est un de ses livres, en passant. Si les gens veulent un bon livre de Thomas Sowell, Thinking Beyond Stage 1, ça, c'est littéralement la 4e étape du Geloso Tree. C'est que si on va remettre le lien. D'ailleurs, il est dans un livre qui va sortir bientôt si vous êtes intéressé. Dans quelques semaines, j'attends juste le design de la page d'être fini pour le front page. On fait le copy editing. On va commencer à en parler. Mais il y a un petit livre qui s'en vient sur le libéralisme. Que j'ai hâte d'arriver et de pousser ça aux gens pour que ça... J'ai très, très hâte. L'arbre est dedans, mais la 4e étape de l'arbre, c'est est-ce que l'État peut empirer les choses? C'est littéralement de Sowell. Thinking Beyond Stage 1. Ça arrive fréquemment que les gens disent il y a tel ou tel problème et il y a un paquet de conséquences inattendues à l'intervention de l'État qui sont massivement plus dramatiques que le problème lui-même. Même en acceptant que c'était un problème pour commencer, ce qui n'est pas toujours le cas. Hey, Vic Pat, question. Puis je l'aime, sa question, parce que on entend tout le temps les gens parler des syndicats, puis ça va tout le temps de la manière... Quelqu'un de droite va dire « Ouais, les syndicats, là, il faut que ça change, il faut qu'on change les trucs. Ça l'a déjà été utile, mais là, on n'est plus là. » Puis le bout qui m'agresse tout le temps, c'est que ça l'a déjà été utile. On dirait que c'est le petit francophone exploité par l'anglophone de 1945 qui parle à ce moment-là. Ça, c'est le « je suis vacciné 2 fois » mail. Ouais, ça, c'est le grand... C'est plus ça, je te dirais. C'est le grand mythe. Puis ça, ouais, ça m'agresse tout le temps. J'entends tout le temps des gens à droite dire ça. Ils mettent « Ouais, ça a déjà été utile, mais... » Ben, c'est comme la phrase aussi, tu sais, la gauche, ils ont déjà eu vraiment des bonnes idées, mais là, c'est vraiment... Là, t'es comme, mais quelles bonnes idées? Quels sont les bénéfices les bonnes idées de la gauche sont celles qu'ils ont copiées des libéraux. Comme disait Joseph Schumpeter, le plus grand compliment que la gauche a payé aux libéraux, c'est de lui avoir volé le nom après l'avoir critiqué pendant des décennies. Quels sont les bénéfices d'avoir un syndicat? Est-ce que la formule Rand est une bonne chose? La réponse pour moi est sûrement non, mais je veux être capable d'argumenter avec les gauchistes de ma job. OK. Fait qu'il y a il y a une justification pour les syndicats qui, théoriquement, fait du sens. C'est-à-dire que des fois, il y a une capacité des employés de communiquer de l'information aux employeurs via cette organisation-là et donc de simplifier, surtout via la négociation collective, les coûts de gestion des contrats. Donc, il y a l'idée de zéro syndicat, la théorie économique ne la soutient pas. Maintenant, ce que la théorie économique soutient aussi, c'est que dans le secteur privé, lorsque c'est compétitif et qu'il y a un marché du travail compétitif, le syndicat n'a presque pas d'effet. Tout simplement parce que les travailleurs peuvent se déplacer entre industries, donc, et entre secteurs et entre employeurs. Et donc, il n'y a pas vraiment d'effet. Et en fait, si le syndicat demande des salaires plus élevés
que le marché est compétitif, la firme doit fermer. Donc, il n'y a pas vraiment de place pour les syndicats en termes d'amélioration réelle, sans coût pour autrui de la présence d'un syndicat. Okay? Donc, il y a peut-être une petite marge. Maintenant, les coûts des syndicats, quand tu forces l'atelier fermé, donc que tu es obligé de devenir membre du syndicat pour travailler dans une shop, que tu aies des cotisations obligatoires, là, il y a des coûts. Et il y a des coûts dans la forme que les employeurs embauchent moins de gens et il y a plus de chômage. OK, ouais. Donc, il y a, et là, je te parle juste dans le privé, je vais venir au public dans une seconde. Dans l'ensemble, la justification pour le public vient, et même des économistes comme par exemple Henry Farber, qui écrit beaucoup sur ça, va reconnaître que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont des gains salariaux très importants et il y a quelques personnes qui vont perdre leur job. Et historiquement, les gens disent ah, les syndicats ont déjà été utiles. Si tu regardes l'histoire des syndicats aux États-Unis, les syndicats historiquement aux États-Unis avaient deux groupes qu'ils n'aimaient pas, les Noirs et les catholiques. Alors, quand on faisait un syndicat, c'était pour les protestants blancs. Et les autres, they can go fuck themselves. Donc, souvent, tu avais, dans les premières 3-4 décennies du mouvement syndical aux États-Unis, le mouvement syndical est fondamentalement un mouvement qui a des résultats que les racistes aiment beaucoup. Donc, moins de papistes dans le marché du travail, moins de noirs dans le marché du travail. Des membres du Ku Klux Klan trouveraient ça excellent. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'à l'époque, les gens oublient ça, mais le Ku Klux Klan n'est pas un mouvement qui est conservateur économiquement. En fait, il est conservateur socialement, mais progressiste économiquement. Il s'allie beaucoup avec les franges progressistes de plusieurs partis. Donc, c'est pas... le syndicalisme n'est pas un mouvement progressiste par quasi-définition des effets pervers que la syndicalisation a. Si tu forces la chose, donc si tu donnes un pouvoir où est-ce que tu es forcé de reconnaître, tu as l'atelier fermé, tu as la cotisation obligatoire, là, tu as des effets économiques négatifs. Si c'est une association libre, il y a une justification. Donc, il y a 0 syndicat, ce n'est pas une bonne idée. La place où il n'y a aucune justification pour les syndicats, c'est dans le secteur public. Dans le secteur public, ce que tu génères, c'est la juxtaposition de deux monopoles, un monopole syndical et un monopole d'État. Et donc, dans ce cas-ci, non seulement le monopole d'État, tu as une incitation à vouloir les rentes du monopole, parce qu'un monopole est le fruit du monopole, c'est des surprofits. Donc, que tu fais, tu as un bénéfice que la concurrence ne te permettrait pas. Et donc, le monopole syndical veut capturer une partie de ses rentes. Et ici, ce n'est pas la rente qui est partagée, ce n'est pas celle d'un entrepreneur privé ou d'un actionnaire, c'est celle qui vient aux frais des contribuables. Donc, c'est pour ça qu'avec la syndicalisation du secteur public, tu as l'aberration qu'on utilise encore, par exemple, des régimes à prestations déterminées pour les pensions des fonctionnaires, qu'on a des primes salariales qui sont 7 à 10 % plus élevées que les comparables sur le marché privé, qu'on a la fièvre du lundi et du vendredi qui est prédominante dans le secteur public. La plupart des congés dans le secteur public sont généralement les lundis et le vendredi, fouille-moi pourquoi. Donc, tu as ces choses-là, la sécurité d'emploi, tu as toutes ces espèces d'avantages non monétaires qui sont très coûteux et qui sont coûteux pour qui? Pour les contribuables, pour les consommateurs qui doivent se retrouver avec plus de taxes, donc des taxes à la consommation, ils doivent en payer plus, mais aussi d'une dislocation de l'activité économique. Donc, il n'y a aucune justification économique positive pour des syndicats dans la fonction publique. Et ça, c'est mon opinion le plus controversée que je suis prêt à aller au bat. Je pense que l'État devrait cesser de reconnaître tous les syndicats dans la fonction publique. S'ils veulent faire des associations entre eux pour se coordonner, fine, mais l'État n'a pas à reconnaître la présence d'un syndicat dans ses employés lors des négociations. Tous les contrats de travailleurs de l'État devraient être des contrats individuels. C'est ma position la plus controversée que j'ai. Moi, j'en parle aller de toi, mais... Puis je vais citer Calvin Coolidge qu'on a parlé la semaine passée. There is never a right to strike against the public, anytime, anywhere. J'aime beaucoup la question d'Alexandre, moi, qui écrit « Est-ce qu'il existe un métrique ou une étude en économie pour calculer la quantité de gens qui se sont sortis, c'est écrit de la merde, fait que je vais le lire comme ça, en travaillant au noir? » Et que ça doit être dur à mesurer, ça. Ben, en fait, je te dirais que j'en connais pas spécifiquement,
mais je sais à qui je demanderais. Un Mexicain. Techniquement, en fait, tu dis ça en joke, mais en fait, non, pas tant c'est une tu as dit ça en boutade, tu riais en le disant. Ouais, c'est ça. Mais probablement, c'est vrai parce que si tu prends, c'est qui 85% des transactions au Mexique se font en argent seulement. Ah non, plus simple que ça encore. Le Global Poor, un Mexicain, même un Mexicain à la médiane du Mexique, est dans le Global Poor de la population mondiale, dans la bas 50% de la population dans le monde. Le Mexicain qui traverse la frontière aux États-Unis pour travailler illégalement aux États-Unis, c'est extrait de la pauvreté en traversant cette ligne magique dans le désert de la Sierra Verde qui lui a permis d'augmenter son revenu massivement par 300% à peu près pour les Mexicains, juste en traversant cette ligne imaginaire et en travaillant illégalement dans une cuisine d'un restaurant à New York. Donc, oui, c'est possible. Maintenant, plus sérieusement, Jamie Mais la raison pourquoi j'ai cette boutade-là, juste le dire, c'est que j'ai un de mes clients qui est rendu au Mexique, puis il dit, écoute, c'est fou ici, là, toutes les transactions se font en argent comptant. Il dit, il n'y a personne qui déclare ses revenus au gouvernement. Là. Il dit, c'est capoté. Là. Il dit, les gens n'ont pas de compte de banque. Fait que, tu sais, il dit, pour vrai, là, il dit, les gens ont l'air pauvres, mais sont moins pauvres qu'on pense. Ben, écoute, il y a ça, mais il faut comprendre qu'il y a deux types d'économies illicites. Il y a celle qui est l'économie informelle que l'État ne peut juste pas mesurer, mais que ce n'est pas illégal ce qui est fait. Donc, ça, c'est tout le secteur informel qui est difficile à mesurer. Et tu as l'économie illégale qui est celle de l'évasion fiscale. Donc, il y a une nuance à faire, mais en gros, il y a des pays comme, par exemple, il y a une étude de Frédéric Schneider sur le sujet. Donc, ce serait la première personne que j'irais voir. Puis là, je la cherche. J'ai juste écrit sur parce que son nom est tellement important. Écoute, c'est ça, je viens de la trouver. En Bulgarie, par exemple, qui n'est pas un pays particulièrement pauvre, mais pas particulièrement riche, l'économie informelle, shadow economy, comme lui appelle ça, c'est 33% de l'économie. Turquie, 32,9%. Croatie, 29,7%. Roumanie, 29%. Là, je vais aller à l'autre extrême. On dit que l'Italie, c'était très présent aussi jusqu'à... Oui, ben en fait, encore pendant la COVID, l'Italie, là, sur le graphique que je regarde, c'est 20,3%. Ah, c'est ça. Donc, pas des pinottes. Mais genre les pays avec la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, dans l'ordre, c'est 5,6, 7,1 puis 8,2%. Donc, tu sais, il y a secteur, même dans des économies avancées, le secteur shadow n'est pas négligeable. Maintenant, est-ce que ça permet aux gens de s'extraire de la pauvreté? Je te dirais que je pense que ça inverse la causation. La taille du secteur informel est généralement, en fait, un symptôme de la pauvreté, directement ou indirectement. Donc, soit tu as des mauvaises institutions de merde, et donc les gens sont pauvres. Et donc, pour s'éviter tous les problèmes que l'État ajoute, ils travaillent dans le secteur informel. Ou bien ils sont pauvres et ils n'ont pas les moyens de travailler, de suivre toutes les étapes légales. Donc, moi, quand j'observe l'économie informelle, je ne regarde pas un moyen d'échappatoire, je le vois comme un symptôme d'avoir des institutions de cul. Oui, effectivement. En même temps, ça doit tellement être dur à mesurer parce que... Non, plus maintenant. Plus maintenant, c'est super facile à cause des satellites. Les satellites en ligne sur Terre nous permettent de voir si il y a... Parce que la relation, elle est stable entre le niveau de développement réel et le PIB mesuré. Et donc, si tu vois des violations de la régularité empirique, tu peux te donner une idée de la taille de l'économie informelle, donc ce qui n'est pas mesuré. Et même d'enlever les mensonges que les gouvernements font, et tu arrives avec des proportions qui sont assez efficaces. Ouais, je comprends, mais mettons au Québec, là, comment tu fais pour calculer le nombre de personnes qui se sont fait bâtir un patio en le payant au noir, un gars de la construction? Je te confirme qu'il y en a beaucoup. Oui, bien, une des manières, c'est la consommation d'électricité. La consommation d'électricité, c'est une des manières de découvrir, parce que la consommation, même si tu travailles au noir, tu consommes de l'énergie. Fait que si, disons, cette année, toutes choses étant égales par ailleurs, la consommation d'électricité augmente de 1%, mais il n'y a rien d'autre qui augmente,
dans le mesuré, ben, ça veut dire que probablement, il y a des gens qui se sont déplacés vers l'économie informelle. Ça, je suis tombé sur cet article-là en fouillant. Je trouve ça un peu spécial. Le travail au noir, un frein au développement des pays émergents. Hey, j'ai de la misère avec ça, là. Je m'excuse, là, mais le fait d'avoir travaillé et de ne pas avoir payé tes impôts, ça nuit au pays. Je veux dire, les gens seraient plus riches en payant des impôts. Êtes-vous sérieux? Non, mais c'est un symptôme. Là, ils confondent la cause et l'effet, tant qu'à moi. Là, le travail au noir représente plus de 70 de l'emploi total des pays émergents et en développement, un niveau tel qu'il compromet la croissance économique et accentue la pauvreté, en particulier dans le contexte de pandémie, met en garde la Banque mondiale. Oui, mais sur la Banque mondiale, ça, Ouais, puis premièrement, en fait, la même affaire. premièrement, je suis sûr qu'ils n'ont pas lu l'étude comme il faut. Je m'excuse, je vais être très cruel, mais je connais assez les gens qui participent dans cette littérature-là, notamment parce que ma co-auteure principale, Jamie Pavlik, est une experte là-dedans, fait qu'on a toujours des conversations sur ça. Puis j'y pose plein de questions sur c'est quoi le consensus, c'est quoi que les gens disent, c'est quoi l'opinion dominante. Puis cette version-là, c'est clairement pas celle-là qui domine. Généralement, l'expression... Hey, j'ai une phrase pour toi. Les dépenses publiques sont également inférieures de 10 points de pourcentage du PIB. De plus, l'emploi au noir est aussi discriminant puisqu'il affecte davantage les femmes et les jeunes diplômés. Oh, comment dire? Écoute, mais ça, tu vois, c'est là qu'il y a vraiment une incapacité souvent des gens de penser à Beyond Stage 1. La plupart des places qui ont des grosses économies au noir, c'est des endroits où les droits de propriété ne sont pas bien défendus, où l'État n'est pas un État protecteur, parce que j'en ai déjà parlé des 3 types d'États. L'État protecteur, l'État producteur, l'État redistributeur. Les 2 premiers, tu voudrais les avoir, c'est des bonnes choses. Le 3e, tu ne veux jamais l'avoir, parce que l'État redistributeur, à toute fin pratique, c'est un prédateur. C'est un État qui prend une personne pour redistribuer à un groupe d'intérêt ou à des gens qui sont proches du pouvoir. En fait, à la marge, en équilibre, ce que tu veux, c'est que dans des régimes de merde, l'économie au noir empêche aux dictateurs d'avoir des ressources plus facilement pour justement donner à ses amis, de donner aux gens qui sont proches du pouvoir. Ouais, c'est pour ça que je dis l'économie souterraine, parce que je cherchais le mot en français, l'économie souterraine, c'est un symptôme de la mauvaise gouvernance que tu as à presque 100%. C'est pour ça que la question qui était posée, je n'accepte pas la prémisse, mais en plus, je dirais que l'article de la presse est vraiment probablement une mauvaise compréhension. Ouais. Ben, la question, je pense que la question partait d'un point de vue individuel. Donc, la réponse est probablement oui. Là. Oui, il y a des individus qui ont dû sortir de la pauvreté en travaillant au noir, mais d'un point toi, ta réponse, c'était plus dans un point de vue global, là, quand tu mesures en fait, je te dirais à l'échelle nationale. Si tu avais le même État qui existe dans ces pays-là, puis que les gens n'avaient pas de manière d'échapper à l'État, tu aurais probablement plus de pauvreté, oui. Mais c'est un mécanisme de gestion d'un État de marde. J'ai été confronté à ça dans mon travail souvent. Veux pas, les gens ont des jobs, puis après ça, ils te parlent de petits revenus sur le sideline. OK? Définitivement, n'importe qui a un revenu sur le side qui n'est pas imposable, parce que c'est du travail au noir, définitivement, ça l'aide beaucoup, sa situation. J'ai des gens dans ma clientèle qui font de l'arbitrage, par exemple. Ils arbitrent du hockey, du baseball, peu importe. Leur situation financière est excellente. Est excellente. Parce que toutes leurs petites dépenses superflues passent avec cet argent-là. Ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour épargner et tout ça. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut devenir problématique quand c'est excessif. Dans le sens que j'ai déjà rencontré des gens qu'il y avait trop d'actifs au noir, qui font en sorte qu'ils ne sont pas capables de le rentrer dans le système. Ils sont pas été. Quand le gars il arrive, il te dit tu es conseiller, puis là, tu fais des placements, des assurances, puis le gars il dit tu prends tout ça, toi, les billets de 1000. Tu fais hein? De quoi tu parles, buddy? Ah, ben, je voulais savoir, tu sais, j'ai une couple de billets de 1000$, puis je sais pas quoi faire avec. Là, tu fais, il y a beaucoup de 1000 à placer, mais il y a un revenu déclaré de 45 000. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, ça, c'est problématique pour lui. Après ça, tu sais, il y a des gens qui vont arriver, ils vont dire, ouais, je n'ai-tu assez pour prendre ma retraite? Mais là, finalement, tu te rends compte que tout son argent est au noir. Tu te dis, ouais, mais tu peux pas faire de rendement avec ça, tu peux pas le placer. Moi, je prends pas d'argent cash. Hein. Je peux pas rentrer en bourse de l'argent cash. Si tu me demandes de faire ça, c'est du blanchiment d'argent. Je touche pas à ça. Là, tu sais. Cancelle le projet, ça se passera pas ici. Si tu t'en vas à la caisse ou à la banque avec des liasses de billets, puis que ça dépasse 10 000$, va t'asseoir dans le bureau, mon gars, tu as de la paperasse à remplir en sacrament. Là.
Puis ça, c'est encore beau, là, parce que là, c'est jusqu'à 10 000. Puis avec la nouvelle loi qu'ils ont passée, là, la CAQ, là, que si t'as plus que 2 000 sur toi, t'es d'office un criminel. Vous voyez le genre de problématique que ça a. Fait que c'est problématique d'avoir trop d'argent au noir, c'est vrai. Mais tu sais, je veux dire, n'importe qui travaille au noir, ils ne sont pas dans cette situation-là là, d'avoir trop d'argent au noir. Ils en ont tout un petit peu parce qu'ils ont un petit sideline qui rapporte un peu d'argent. Ils ont vendu du stock un peu. C'est bien correct, là. C'est bien correct. Je veux dire, le gouvernement n'est pas obligé d'avoir sa main mise sur tout. Là. En fait, moi, je vais être plus radical que toi. La manière dont moi j'ai décrit la chose, comme je pense que généralement la quantité de tricherie que tu fais est une fonction de la qualité des institutions que tu as, ben, si tu avais un État de meilleure qualité, tu fais les choses, les gens tricheraient moins. Tu aurais toujours de la triche. La Suisse, c'est un exemple de ça. La Suisse, comme je l'ai dit tantôt, son économie souterraine, c'est 5 %. Mais la Suisse a aussi une meilleure set d'institutions que tu pourrais pas mal trouver dans le monde. Puis, ben, les gens n'ont pas le temps, le besoin de tricher que ça. Ils ne sentent pas la nécessité de tricher parce que tu es garanti tes droits de propriété. Il n'y aura pas un fonctionnaire qui va venir te déposséder parce que ça y tente. Tu n'auras pas un policier corrompu qui va dire « C'est triste, je vais prendre ton passeport puis tu ne pourras pas le revoir tant que tu ne m'as pas donné 200 pièces. Tu n'auras pas de choses comme ça dans un pays comme la Suisse. Donc, le fait maintenant que dans des pays avec des institutions de mauvaise qualité, les gens peuvent cacher des ressources, ben c'est une bonne chose. C'est-à-dire, en fait, que ce qu'on devrait considérer, c'est que sans une économie souterraine, sans la capacité de tricher, on aurait des coûts plus élevés de tous les États qu'on a parce que ça agit comme un garde-fou. Tu sais, quand je dis tout le temps qu'il faut des rules of the game, puis il faut que les gens puissent voter avec leurs pieds, la capacité de tricher l'État est une des choses qui garde l'État dompté. C'est-à-dire que si l'État est capable de prendre toutes mes affaires à la minute que je fais une chicane et que je ne peux pas m'enfuir, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne pourrais pas faire de chicane, je ne pourrais pas m'ostiner. Puis lui, ça change son incitation. Il peut m'abuser plus facilement, il peut faire des choses. La capacité de cacher les choses à l'État, c'est une des choses qui crée ce que nous voudrions, que tout le monde devrait vouloir, c'est-à-dire un État qui se concentre sur les tâches protectives et productives et non pas de donner des choses aux membres du parti ou aux alliés. Écoute, après ça, on prendra une dernière question peut-être avant de passer à Patreon, là, mais moi, quand j'étais plus jeune, je travaillais avec mon grand-père. On travaillait. C'était comme en fait au noir, ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien qui disait qu'il fallait que tu déclares ça. Quand, mettons, tu vas dans le bois, puis tu ramasses des petits fruits, puis tu vends ça, les gens, ils faisaient ça au noir. Il n'y avait rien là-dessus. Puis à un moment donné, le gouvernement a fait spécifiquement un truc pour que tu sois obligé de déclarer tes revenus issus de la cueillette de petits fruits, genre les bleus. Si tu ramasses des bleuets dans une bleuetière, par exemple, ça c'était notre cas, avant, ils te payaient, t'arrivais, tu pesais tes trucs, puis ils te payaient en cash, puis tu t'en allais. Puis c'était de même, là. Puis depuis, savez-vous, depuis... Des T4 pour le ramasser des bleuets. Oui, bien depuis qu'il y a des T4 pour ça... C'est qui ramasse les bleuets? C'est qui ramasse les bleuets? Les Mexicains. Oui, il n'y a plus de Québécois. Moi, quand moi et mon grand-père, on faisait ça, quand j'avais 15 ans, 16 ans, il n'y avait pas de Mexicains. Il n'y avait que des Québécois, des jeunes puis des vieux. Savez-vous quoi? C'était des retraités qui faisaient ça bien souvent. Ben, tu vois, ramasser des petits fruits. Puis, tu sais, dans le fond, ça a des effets que tu soupçonnerais pas. Juste le fait de rendre ce truc-là à déclaration, produit, un T4, tout ça, ça... il y a plein de gens qui ont fait « Ah, ça vaut peu la peine, c'est trop dur pour ce que ça fait qu'on a plus d'immigration. » Ben oui, ça fait qu'il y a plus Ben oui. C'est tellement drôle, pareil, ça. Ça me fait tellement rire parce que les bonhommes à la TV qui nous disent « Hey, c'est pas drôle, il faut qu'on slack l'immigration, tout ça, parce que là, ils viennent prendre les jobs et tout ça, alors que clairement, ils vont dans des jobs que personne ne veut faire. » La raison pourquoi les gens ne veulent pas faire la job, Vincent, c'est parce qu'ils se font taxer sur ça. C'est-tu pas drôle, rien qu'un peu? Yann, il faut se rappeler que tous les problèmes que l'État crée peuvent être réglés par plus d'État. Oui, c'est ça. Mais hashtag sarcasme. C'est le reverse Geloso Trees. Quand j'arrivais et j'arbitrais au hockey, j'ai arrêté l'année passée, mais quand j'arbitrais au hockey, tu sais, je pouvais faire un genre de 2000 dans mon hiver à peu près avec ça. Puis moi, ben, étant une personnalité publique, puis étant avec 2 compagnies, tout ça, j'étais un peu cave, vous allez dire, mais je déclarais mes revenus. Là, je trouvais que ça n'avait pas d'allure de prendre le risque. Je disais en nombre que j'arbitrais au hockey, fait que, je le déclarais.
Peut-être pas 2000, j'exagère. C'était plus 1000 à peu près, je faisais, dans ce coin-là. Puis, je déclarais ça, mais c'est l'affaire, c'est que mon taux d'impôt était à 53 %. Et tu sais, j'envoyais 530$ d'impôt au gouvernement sur les petites payes d'arbitre que j'avais faites d'un bord et de l'autre. Je faisais ça principalement pour me remettre en forme, puis garder la forme en patinant, puis tout. Mais tu sais, quand je calculais mon taux horaire avant paiement des impôts, là, c'était borderline salaire minimum. Puis quand tu enlèves les impôts à 53 %, tu te dis, ouais, t'es bien cave d'aller arbitrer du hockey. Il n'y a personne qui ferait ça pour vrai. La réalité, c'est que quand tu demandes aux arbitres, à tous les ans, ça revenait. Les associations disaient, ça se peut que le gouvernement nous demande de faire des T4. Si on est obligé de faire des T4, il va falloir les faire, tout ça. La réponse était systématique de tous les arbitres qui avaient plus que 25 ans. S'il y a des T4, j'accroche mes patins. Ben, on sait que c'est pas ça qui serait arrivé. Ce qui serait arrivé, c'est qu'ils auraient tout dit « fuck, les T4, j'arrête d'arbitrer ». Puis là, les associations auraient dit « on n'a plus d'arbitre ». Fait que là, ils auraient pogné les salaires des arbitres puis ils auraient augmenté de 30-40 % pour compenser, pour finalement que les vieux, ils accrochent pas le patin. Mais on se serait ramassé dans une situation où que les inscriptions de hockey pour les jeunes, ils auraient augmenté de 30 à 40 % aussi. Saison de hockey peut coûter 600 à 700 $, ben là, ça aurait coûté 1000. Parce que soudainement, les arbitres, il aurait fallu qu'ils déclarent leurs impôts. Tu sais, à un moment donné, c'est tout le temps le consommateur qui paye. Là. Fait qu'est-ce qu'on avance réellement? La journée qu'on dit, OK, là, les arbitres au Québec, là, tout le monde fait des T4, là, tout le monde paye leurs impôts sur ça. Mais est-ce qu'on avance réellement? Parce que là, les parents vont arriver et vont dire, ouais, Christy, pourquoi l'augmentation de hockey a augmenté de 250$ cette année? Ben, c'est parce que là, les arbitres payent leurs impôts. En fait, tu veux savoir c'est quoi la mesure que j'aimerais faire qui réglerait avant qu'on passe à une autre question? La mesure que j'aimerais le plus au monde, c'est que si tu payes tes impôts puis que le ministère des Revenus ou l'Agence fédérale maintenant là, te fait une erreur, ils doivent te payer 2 fois le taux d'intérêt qu'ils te chargent si tu sous-payes. Je te garantis. 2 fois le taux, là. 2 fois le taux. Tu vas t'en donner une bonne. Les dernières fois que j'ai expérimenté des taux d'intérêt avec le gouvernement, c'est quand tu as un retard, ils vont te charger dès le 30 avril 7 %. Ça, c'est des vieux taux. Ce n'est plus les taux actuels. Là, c'est des vieux taux. Ça date d'une certaine époque. Mais dans la même année, c'est comme il y avait eu un retard de mon côté parce que ce qui arrivait, c'est que ma femme faisait ses impôts tout le temps un peu plus tard, elle, de son côté, à cause de sa corporation. Fait que moi, des fois, mon comptable, il remettait un petit peu plus tard que le 30 avril aussi. Fait que j'avais tout le temps un intérêt qui était calculé à 7 % de mon base. Sur le nombre de jours de différence. Oui, c'est ça, exactement. Fait que sur le retard, j'avais à faire. Mais ça arrive des fois qu'ils nous devaient de l'argent. Puis c'était la même année que moi, j'avais payé 7 % à cause d'un retard de mon côté. La même année, il devait quand même beaucoup d'argent. C'était une année un peu spéciale. Et il devait des dizaines de milliers de dollars. OK? Écoute, ils ne nous ont pas payé avant le mois d'octobre. Il fallait attendre au mois d'octobre avant qu'ils nous remboursent l'argent qu'ils nous devaient. Ils ont commencé à calculer les intérêts. Si je ne me trompe pas, je vais de mémoire, là, fait que pardonnez-moi si je me trompe. Là, mais ils ont commencé à calculer les intérêts à partir du 1er juillet et le taux était de 2 %. C'est-tu des fuckers, pareil, man? Oh oui, c'est pour ça que je dis. Mais pense au changement d'incitation qui viendrait avec ce que j'ai décrit. Il ferait beaucoup moins d'enquêtes. Il ferait uniquement des enquêtes dans les cas de mensonges éhontés. Qui ont un très. Exactement. Un gros intérêt à y aller, mettons. Exactement. Et aussi, il laisserait aller toutes les petites affaires, tous les petits trucs qui peuvent être. Parce que souvent, ce qui est classifié, souvent des trucs qui sont appelés évasion fiscale, c'est des gens qui font juste arrondir les trucs. Je veux dire, j'ai parlé à tellement de comptables qui font ça, qui disent des fois, les gens, ils ont juste comme j'ai fait 100$ là, mais en réalité, c'était 100$ et 25$. Puis là, des affaires comme ça, là, des niaiseries, mais après ça, tu as des gens qui définissent ça comme de l'évasion fiscale alors que c'est des affaires de rounding errors, des niaiseries comme ça. Ou des taux de change aussi, c'en est une commune. Ils ont un taux de change qui est défini, puis en tout cas, j'ai haï quand ils font ça. Là. Mais avec ça, ils prennent moins de causes. Mais en plus, je te garantis qu'il va y avoir beaucoup moins d'efforts des fonctionnaires. Parce que si tu dois payer 2 fois plus, ça va arrêter toutes les espèces de On n'est tellement pas là. Présentement, là, si tu es soupçonné, tu sais, le fardeau de la preuve est full inversé avec le ministère du Revenu. Là. Si tu es soupçonné d'avoir commis une erreur ou peu importe, ils peuvent geler tes avoirs, ils peuvent geler tes actifs, ils peuvent prélever sur ta paye. Exactement. Tant aussi longtemps que. S'ils font une erreur, ils payent juste 2 %. Oui, exact. Mais tu sais, c'est parce que
À un moment donné, tu es là, tu te dis pourquoi quelqu'un est coupable avant d'avoir été reconnu coupable? Ça marche même pas de même dans notre système criminel. On Non, est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais avec le fisc, tu es déjà coupable, puis si jamais tu prouves ton innocence, on va te rembourser. Moi, ce que je veux, c'est d'équivaloir les pouvoirs. La petite personne n'a pas les moyens du bureaucrate. Donc, si tu fais en sorte que si le bureaucrate fait une erreur, la bureaucratie paye cher en maudit, ben la petite personne, elle a un terrain qui est égalisé contre la bureaucratie. C'est important parce que présentement, le système d'incitatif avec les fonctionnaires qui ont de la pression, by the way, de la part de leur boss pour aller chercher de la cotisation, ils ont des quotas à faire. Ben, les incitatifs, présentement, ils font en sorte que ils savent qu'ils peuvent harceler le petit entrepreneur. Ils savent qu'ils peuvent le cotiser pour des conneries. Parce que plus souvent qu'autrement, les gens, au lieu de prendre la voie de se battre avec un avocat puis que ce soit long, vont choisir de le payer si le montant n'est pas trop élevé. Puis ils connaissent à peu près le threshold de bien du monde. Oui. Fait qu'ils savent que s'ils vont gosser tel type d'entrepreneur dans tel type de business, ils vont le cotiser pour 2000. Ils savent que le petit entrepreneur va payer le 2000, va fermer sa gueule, même s'il n'est pas coupable. C'est pas des bons incitatifs à donner à des fonctionnaires qui travaillent sous pression avec des quotas. Là. C'est vraiment, vraiment pas des bons incitatifs. Non. Bon, ben écoute, finalement, la prochaine question, on va être sur le Patreon parce que c'est sûr qu'on n'a plus le temps. On a parlé de taxes, man. C'est sûr que ça nous amène. Ouais, ça habitué avec vous autres. Là. C'est comme ça que tu fais grimper Yann dans les rideaux. Ouais, c'est ça. J'ai ça payer mes taxes. Dans le Patreon, on va commencer avec une question dans les prochains instants, en fait, parce qu'il y a 2 auditeurs qui ont posé la même question. Jean-François et la fille de Simon. C'est Simon qui écrit, mais il dit « Ma fille me demande ». Donc, on va aller parler de Deuxième Guerre mondiale. Dans la partie Patreon, puisqu'il y a 2 personnes qui questionnent à propos de ça. Puis, on va prendre des questions des autres auditeurs, évidemment. Fait que joignez-vous à nous. Et profitez de l'essai gratuit pendant 7 jours si vous n'êtes pas abonné. Puis l'essayer, c'est l'adopter.